La plante que vous voyez apparaître sur votre écran s'appelle un crâne du Japon. Cette plante ressemble beaucoup à la menthe et pour cause, elle fait partie de la même famille. À la différence près que ce qui nous intéresse dans le crâne du Japon, ce n'est pas le feuillage, c'est la partie souterraine, à savoir les rhizomes, qui ressemblent à des petits tubercules annelés. Je vous laisserai une photo sur la vidéo pour que vous puissiez constater à quoi ça ressemble. Et c'est une plante qui est originaire d'Asie, c'est pour ça qu'on l'appelle le crâne du Japon. En vérité, elle pousse aussi en Chine. Et elle a été importée pour la première fois en France au 19e siècle et cultivée dans la ville de Crosne à ce moment-là. Et c'est ce qui explique son nom vernaculaire en français. C'est une plante qui est assez robuste, qui n'est pas exigeante. Elle aime bien avoir un sol qui soit relativement drainé et assez facile à travailler pour pouvoir s'implanter, mais ça reste une plante rustique qui peut donc se cultiver dans les sous-bois. Vous constaterez d'ailleurs que j'ai au-dessus des arbres, ça la dérange absolument pas, au contraire, ça lui donne une petite situation mi-ombragée. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les plantes de la famille de la menthe ont tendance à pousser dans les sous-bois. Elles sont très bien là-dessus. Donc voilà, si vous avez une petite parcelle de forêt où vous avez des fruitiers et que vous ne savez pas trop quoi cultiver en dessous, bah, c'est une plante qui est parfaitement adaptée. Vous voyez que moi j'ai mis un petit paillis en dessous de ronces que j'avais coupé durant cet hiver et que j'ai haché menu, qui la protège pas trop mal de la sécheresse. Donc je m'attends quand même à une récolte qui soit satisfaisante, sachant que à environ 1 kg de rendement par plant, et que là j'ai à peu près 120 plants qui poussent, je m'attends donc à une récolte, on va dire, entre peut-être 80 et 150 kg pour cette année. Sauf que je n'ai pas l'intention du tout de les revendre, je compte en fait les ressemer tout de suite, parce que la particularité du crâne, c'est qu'on ne peut pas le conserver très longtemps, ça va tenir 2 ou 3 jours maximum avant de commencer à mourir tout simplement. Donc que ce soit pour semer ou que ce soit pour consommer dans votre assiette, il ne faut pas attendre trop longtemps une fois que vous avez récupéré les crânes. Ça se cuisine très facilement, c'est un petit goût je trouve de patate un peu avec une petite saveur de noisette derrière. Enfin moi c'est ce que je ressens. Donc ça se cuisine très facilement, vous les faites bouillir 10 minutes et ensuite moi je vous conseille de les cuisiner avec directement une fois qu'ils sont ramollis après avoir été bouillantés un petit peu, vous les faites revenir dans du beurre avec un peu d'ail et de persil et c'est juste suffisant pour que ce soit parfait. Cette plante là, donc comme elle n'est pas très connue, elle est peu présente sur les étalages, elle a un énorme débouché. Il faut savoir qu'actuellement elle se négocie environ à 15 € du cours au kilo. Vous comprendrez bien que si je fais une centaine de kilos, ça signifie que déjà c'est à peu près 1500 € que je pourrais faire si je décidais de vendre ma récolte dès cet hiver. Le crâne en effet se récolte que l'hiver quand ces parties aériennes se seront desséchées. Sauf que moi ce qui m'intéresse c'est de ressemer et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je souhaitais en fait interpeller ceux qui peuvent avoir des parcelles de terre à céder. Je souhaite en fait qu'ils me contactent, particulièrement si vous habitez dans le sud-ouest ou dans le grand ouest ou dans l'hypercentre de la France. Ce sont des territoires sur lesquels je prospecte. Je cherche en fait une terre agricole dans l'idéal de quelques hectares parce que il y a plusieurs choses que je souhaite faire dessus et il me faut donc un petit peu de surface. Dans l'idéal avec un ruisseau et toujours dans l'idéal avec au moins un bâti, genre une grange ou une petite fermette délabrée ou une petite maison qu'il s'agirait de rénover. Et cela pour des prix, en fait la première année je ne souhaite pas mettre au-dessus de 20 000 €. En sachant que ça n'est qu'en 2019, donc après la récolte que je ferai des semis que je prépare, donc d'ici l'hiver 2019-2020, où je serai en capacité en fait de pouvoir certainement avoir quelques dizaines de milliers d'euros d'un coup
à dépenser pour accéder définitivement à la propriété. Dans l'attente, je cherche de la loc-à-vente via un contrat de fermage parce que j'ai qu'un RSA pour survivre, et évidemment avec 500 € en considérant tous les biens d'équipement nécessaires pour pouvoir cultiver ou tout simplement rénover du bâti que l'on occupe, c'est peu de marge de manœuvre. Donc il vaut mieux trouver pour moi une possibilité de loc-à-vente en sachant qu'à l'issue, au bout d'une année d'exploitation, ce sera plusieurs dizaines de milliers d'euros qui tomberont. J'ai déjà des contacts pour pouvoir revendre ma production. En fait, je connais déjà des maraîchers et des restaurateurs qui sont intéressés. Et peu importe où je sais que j'en trouverai parce que tout simplement, elle est tellement peu cultivée, tellement peu présente dans les étalages que ça intéresse forcément beaucoup de restaurateurs ou de commerçants que de pouvoir diversifier un petit peu leurs étalages. Voilà, donc je n'ai pas de crainte particulière à l'idée de pouvoir revendre tout simplement ma récolte. Simplement, c'est un processus un petit peu long. Alors ici, elle est heureuse, hein. Le crâne est vraiment heureux ici parce que c'est un terrain légèrement sableux et c'est ce qu'il lui faut. Elle aime bien les terrains un peu drainés, un peu meubles. Et la chaleur lui convient, à tel point que contrairement à ce qui est le plus courant en France où elle ne fleurit jamais, vous voyez ici, elle a des petites fleurs qui ressemblent à des fleurs de menthe, sauf qu'au lieu d'être blanches, elles sont roses. Mais néanmoins, comme ce sont des rhizomes, je m'attends pas tellement à ce qu'elles montent en graines, on verra. Mais en revanche, on voit toujours des petits rejets apparaître. Vous voyez, par exemple, ici, c'est le cas. Ça, c'est un rejet qui n'est pas issu d'un semis originel. Les semis sont là. Mais juste à côté, hop, il y a des petits rejets qui partent. Et voilà, ça colonise très très bien. C'est une plante parfaite pour les sous-bois, pour faire de l'agroforesterie. Et voilà, vous savez maintenant ce que je cultive, ce qui m'intéresse, c'est dans quel projet agricole je me positionne. Donc voilà, si vous avez un petit peu de bâti, quelques terres agricoles à céder, que vous n'êtes pas forcément pressé vous n'êtes pas une année près, on va dire, pour récupérer une certaine somme d'argent là-dessus, mais que vous voulez aider quelqu'un qui a très clairement l'intention de s'installer en tant qu'exploitant, n'hésitez pas à me contacter, je vous laisserai mon mail sous la vidéo. Je voulais aussi vous montrer autre chose que je fais cette fois-ci avec une amie infographiste. Ce sont des livrets biographiques. Alors, je voulais vous faire voir un petit peu à quoi ça ressemble et vous expliquer pourquoi je fais ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'écrits, mais il y a aussi des photos. Ça, c'est la vraie histoire de quelqu'un qui s'appelle Lucienne, qui est une dame âgée de 90 ans. Et ça fait une quarantaine de pages. Donc vous voyez, on a un joli travail infographique qui a été fait par l'amie avec laquelle je travaille. À la fin, on s'est même amusé à faire un arbre généalogique. Voilà, on essaie de faire des choses très sympathiques et bien faites. Et le papier en lui-même ne coûte pas cher, puisque par exemple ce livret-là, il nous a été facturé 8 € à l'unité pour l'imprimeur. Mais par contre, ce qui coûte en réalité, c'est le temps de travail, que ce soit sur la création de la maquette en termes d'infographie, ou que ce soit sur le temps d'enquête biographique et de rédaction. Ceux qui connaissent un petit peu ce que je fais savent que je suis quelqu'un qui me débrouille un peu à l'écriture. Je ne suis pas un grand auteur, mais je me débrouille quand même un peu. Et en tout cas, pour ces récits-là, j'ai pu le faire lire à pas mal de personnes. J'ai d'ailleurs une personne qui est intéressée à l'idée de pouvoir nous commander un récit biographique. Donc on va faire une première commande. Et apparemment, tout le monde trouve que c'est bien écrit, que c'est bien fait, que c'est joli et que c'est intéressant. Pourquoi je fais ça? D'abord parce que je suis vraiment un passionné d'histoire et il y a quelque chose qui m'attriste un petit peu en fait quand on lit des bouquins d'histoire, c'est qu'en fait on a surtout l'histoire politique d'un pays et très peu l'histoire des petites gens. Et moi ce qui m'intéresse c'est derrière le substrat des
des grands hommes, des gens qui ont fait l'histoire politique d'un pays. C'est l'histoire des petites gens qui est connectée. Et d'ailleurs, je m'amuse beaucoup dans ce récit à, par exemple, évoquer, vous voyez ici, les grèves postales qui ont eu lieu en 1946, qui étaient très importantes et auxquelles Lucienne, qui est donc le sujet de ce récit, a participé, de la même façon qu'elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, j'essaie de connecter un petit peu la grande histoire à la petite histoire personnelle. Et si je fais ça, c'est à la fois mon propre intérêt pour les gens, simplement parce que je m'intéresse à tout ce qui fait qu'on est des personnalités très différentes. On a souvent des histoires assez banales, mais on est des individualités qui diffèrent les unes des autres, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas les mêmes trajectoires. Et c'est des choses qui me paraissent intéressantes. Et d'un autre point de vue, je considère aussi que ça devrait être pour moi une culture dans nos cercles familiaux que de conserver la mémoire familiale. Savoir qui était son aïeux, ça me paraît important. Alors évidemment, Lucienne, qui a 90 ans, donc qui nous a permis de faire ce premier essai biographique, c'est une personne qui est en fin de vie. Donc son arrière-petit-fils va la connaître quelques années encore, si Dieu lui prête vie assez longtemps, mais ne va pas la connaître suffisamment longtemps pour savoir qui elle était vraiment. Et lorsqu'il sera plus vieux ou lorsqu'il aura lui-même des enfants, il sera peut-être intéressé à l'idée de transmettre cette mémoire familiale qui a été consignée et de faire en sorte que ça se garde. Et c'est un petit peu l'objectif que je poursuis, ce que j'aimerais qu'il se fasse en France, c'est plutôt que faire des grosses biographies de centaines de pages pour des gens qui sont très fortunés, c'est réduire les coûts et les formats de telle façon à ce que des gens avec des revenus normaux, on va dire, puissent s'offrir ce genre de prestations de services. Sachant donc que nous c'est beaucoup de temps de travail, donc on le facture, c'est pas non plus donné, ça coûte 800 € pour le prix intermédiaire. En fait on a réfléchi à une formule qui était assez simple, c'est que les plus petits budgets, on se serrait la ceinture volontairement pour eux avec une offre à 500 €. Les gens qui ont un budget normal, on va dire, une situation de vie normale, on leur demande 800 €, et ceux qui estiment avoir un petit peu plus de capital, de possibilités, on leur demande 1600 €. En fait, c'est une espèce de solidarité entre les gens qui ont des revenus différents pour que tout le monde puisse avoir le droit à un récit biographique. C'est un peu notre démarche. Ça paraît cher, mais en fait, si on considère que les facilités de paiement peuvent déjà réduire les choses, et que c'est souvent moi c'est ce que je constate, là pour le moment, c'est plutôt des familles qui se cotisent ensemble pour pouvoir offrir un livret biographique par rapport à leurs aïeux. C'est pas forcément inaccessible, c'est pas forcément difficile, et c'est par rapport au travail qui est produit, c'est pas si cher que ça en réalité, parce que si on devait réellement donner les prix qu'on estime par rapport à ce qui est facturé pour n'importe quel infographiste ou auteur, on est vraiment en dessous pour ce qui nous concerne. Mais voilà, moi c'est deux passions, vous les voyez, c'est à la fois la culture, la nature. J'ai besoin d'un retour à la terre, c'est essentiel pour moi. J'ai une formation de forestier et je veux rester dans cette considération. Et puis l'écriture, ceux qui ont l'habitude de consulter mon blog savent que globalement je me débrouille pas trop mal et que je peux fournir un travail de qualité. Donc écoutez, si les quelques informations que j'ai pu laisser dans cette vidéo vous intéresse, vous donne envie de me faire un retour pour me faire des propositions, que ce soit en termes de maraîchage ou plus difficilement de biographie si vous n'habitez pas pour l'instant dans la région bordelaise ou parisienne, qui sont les deux lieux où je peux me positionner pour le moment pour faire une enquête biographique. Ou alors il faut que je me déplace ailleurs, et dans ce cas-là je peux, mais ça voudrait dire qu'il faudrait en plus me défrayer des frais de transport et puis d'hébergement, donc c'est déjà plus compliqué.
Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous avez quelque chose à me proposer pour m'aider, bah, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour des récits biographiques ou pour des terres à proposer à exploiter avec un petit peu de bâti pour être à l'abri et puis démarrer ma propre exploitation. Voilà, je souhaitais faire cette vidéo pour pouvoir communiquer sur cette question. Je vous remercie beaucoup de votre attention.